Désormais, voyons ensemble de plus près la grande question des causes, faisant que le monde soit comme il est, ou plutôt l'être humain, au travers de quelques objections, doutes et questionnements. Objection. Le problème n'est pas l'argent. Le vrai problème, c'est le système capitaliste. Encore une fois, ce qui est abordé ici n'est pas simplement l'argent, ou autrement dit la monnaie, c'est le système marchand global, ou autrement dit le commerce. Donc le fait de marchander, de commercer. Commençons par définir ce qu'est l'économie, car cela peut porter à confusion. L'économie, selon la définition que j'utilise, c'est tout simplement la production, la distribution et la consommation des ressources, et aussi des biens matériels. Rien de plus. L'économie peut être marchande ou non marchande. Oui, dit comme ça peut sembler un peu bizarre, puisqu'on fait souvent référence au terme économie, à l'argent, et au sens large, au système marchand, au commerce. Mais encore une fois, l'économie, c'est la production, la distribution et la consommation des ressources et des biens. Puisque dans tous les cas, même si une communauté, ou même dans le monde entier, décide de ne plus marchander, le don, l'entraide, le partage nécessite toujours une gestion pour tout simplement réussir à se partager les ressources équitablement, que chacun trouve sa place, etc. Nous reviendrons sur tout ça plus en détail dans les épisodes suivants. Et la politique, contrairement à l'économie, ça va plus être la gestion des relations entre les individus. Donc le mot politique est également très mal compris et très controversé. La politique, à la base, c'est tout simplement l'ensemble des règles de vie et la gestion de la gouvernance au sein d'une communauté, qu'elle soit partagée ou pyramidale, dans le but de parvenir à vivre ensemble de la meilleure des manières, en théorie. Puisque aujourd'hui, le système politique mondialisé dans lequel nous sommes, en France comme quasiment partout ailleurs, ne profite qu'à une minorité, et ça nous allons le voir juste après, car c'est vraiment fondamental de bien comprendre tout ça via des constatations factuelles, et c'est également la même chose pour l'économie. L'économie ne fait donc pas directement référence à une monnaie et ou au commerce, bien que personnellement, pour parler d'un monde non marchand, je préfère parler de partage, d'entraide, de gratuité, de dons inconditionnels, ou encore de gestion des biens et des ressources, et de même pour la politique. Je préfère parler de gestion, de gouvernance départagée, partagée, etc. Voilà. Autrement, je précise toujours qu'il s'agit d'une économie non marchande. Sauf pour parler du système actuel mondial, puisque, comme vous l'aurez compris, et comme vous le savez, nous sommes dans un système marchand. Une économie marchande et monétaire. Donc marchande, puisque nous commerçons, pour pallier notre survie, et monétaire, car nous utilisons une monnaie pour commercer. Puisque le système marchand peut également être utilisé, peut également exister sans utiliser une monnaie, via le troc ou autre. À noter que l'économie et la politique sont donc intimement liées. On peut dire qu'il n'y a pas d'économie sans politique, et pas de politique sans économie. Donc voilà, ce sont des mots finalement qu'on peut remplacer par d'autres, et le plus important à comprendre, c'est surtout l'objectif. C'est pas tant le mot en lui-même, c'est surtout qu'est-ce qu'il en ressort derrière. Pourquoi on parle de ça, etc. Le plus important, ça reste de parvenir à se comprendre sur la vision globale, sur la vision d'ensemble. Les mots sont certes importants, notamment avec les définitions qui y sont liées, mais il y aura toujours des malentendus sur les définitions, sur les perceptions, les interprétations que nous en faisons. Le capitalisme, par exemple, fait partie, par essence, du système marchand, mais en fait, c'est simplement un modèle économique, ou autrement dit un sous-système, qui sert tout simplement qui permet donc d'avoir des règles, des réglementations. Et pour résumer grossièrement, le capitalisme actuel permet donc la privatisation des biens de production et la liberté d'entreprendre, entre guillemets. Donc, on pourrait dire qu'il y a le système marchand tout en haut, le commerce. On peut marchander donc avec une monnaie, ou par le troc, ou par un autre moyen d'échange. Donc, tout autre moyen d'échange est considéré aussi comme un sous-système. Donc, le système marchand est au sommet. C'est la base, c'est le fait de marchander, de commercer. En dessous, nous avons par exemple le système monétaire, puisque nous marchandons majoritairement avec une monnaie, avec l'argent. Et encore en dessous, il y a le capitalisme, qui lui n'est qu'un simple modèle économique qui a pour but d'avoir des réglementations,
qui sont tout simplement intimement liés par essence au système marchand. Donc c'est vraiment très important de faire cette distinction fondamentale. Peu importe les définitions qu'on peut donner au capitalisme, puisqu'il en existe plusieurs, notamment au cours de l'histoire, le plus important à retenir, c'est de comprendre que le capitalisme n'est pas le problème. Oui, le capitalisme empire les problèmes du système marchand via la privatisation des biens, des moyens de production, et notamment le fait que beaucoup peuvent beaucoup plus facilement s'enrichir de cette façon en utilisant la force de travail d'autrui à son avantage sans utiliser la sienne, via notamment le fait d'être rentier, le fait d'être investisseur, comme dans l'immobilier, la bourse, etc. Mais le capitalisme, si nous enlevons ce modèle économique-là, il restera toujours toutes les dérives du système marchand que nous avons donc vu précédemment, et cela n'est aucunement durable. De même pour le système monétaire, puisque le capitalisme fonctionne avec le système monétaire aussi, et le système marchand donc. Le problème est donc bel et bien le fait de devoir lutter pour pouvoir survivre, en devant pour cela réussir à vendre, que ce soit via une monnaie ou le troc, dans le but de parvenir à faire du gain, et éventuellement du profit, aussi minime soit-il, via l'accumulation des richesses. Et aussi à avoir une dette envers l'autre. Tout système marchand n'enlèvera pas tout ça, c'est le fonctionnement même du système marchand. Ainsi que le fait de tirer profit et de tirer avantage de la souffrance et ou des problèmes d'autrui, ou encore de leurs besoins ou désirs, généralement liés, car nous en dépendons, étant donné que tout est basé sur la consommation et la surconsommation. Tout ça, nous l'avons vu dans les épisodes précédents, je ne vais pas revenir là-dessus. On pourrait toutefois se demander ceci. Est-ce possible qu'un modèle économique de type capitaliste perdure, même dans un monde non marchand ? Oui et non. Non, car le principal usage du système capitaliste est commercial. Les règles ont donc été conçues pour commercer, et il a pour but d'enrichir une minorité aux dépens des autres, en privatisant les moyens de production et en utilisant la force de travail d'autrui pour s'enrichir et développer et multiplier ses capitaux, et via la liberté d'entreprendre et de concurrence. On voit donc bien que cela fait essentiellement partie du système monétaire et du système marchand, car les réglementations économiques du capitalisme fonctionnent majoritairement via une monnaie, en particulier avec la monnaie dette, qui est aujourd'hui la monnaie mondiale utilisée, qu'importe la devise, laquelle est créée par les banques commerciales à partir de rien, ou de très peu, comme abordé précédemment, et tout cela est lié au commerce. De plus, sans commerce, l'interdépendance ne pourra que revenir, à distinguer de la dépendance et de la codépendance, qui sont bien souvent des relations d'emprise et de domination. Et oui, car de l'autre côté, il est vrai que dans un monde non marchand, un modèle capitaliste pourrait éventuellement encore exister si, et seulement si, celui-ci est consenti et alimenté. Car sans monnaie, le pouvoir esclavagiste disparaît, ou devient très difficile, via le pouvoir de l'argent et au sens large du commerce, qui n'existerait plus. Mais la privatisation des moyens de production, par exemple, pourrait encore exister au sein des communautés qui souhaiteraient garder leurs outils et machines sans qu'ils soient la propriété commune de l'État ou du collectif en question. Chacun pourrait vouloir garder certains biens, même s'ils ne sont que peu utilisés, voire pas, comme certains biens ayant été acquis au sein du monde marchand, biens immobiliers, véhicules ou autres, pour notamment le désir de briller et de montrer que l'on a des richesses sur le plan matériel, et ou par passion, et ou pour l'héritage des biens, et ou par méfiance d'autrui, en gardant toujours de quoi dépendre le moins des autres, ce qui est aussi intelligent et utile dans un sens, ou autre. Ainsi que la liberté de concurrence qui pourrait éventuellement elle aussi rester, et cela sans qu'il y ait besoin d'un quelconque modèle légalisé, ou plutôt imposé, si les populations ou une ou plusieurs communautés ne souhaitent pas s'unir sur cette terre et continuent la division entre peuples de la même espèce, quitte à tuer avant d'être tué, etc. Et cela, même sans argent ni commerce, pour le plaisir de dominer, et ou par peur, notamment des autres, et ou
par conditionnement et ou par pure perversion. Il en va de chacun de savoir ce qu'il veut, comme nous le verrons dans l'épisode suivant. Objection. Marchander n'est pas le problème. Et moi, je trouve ça bien. La solution, c'est simplement de changer de système monétaire ou de système marchand. Admettons que marchander ne soit finalement pas un problème. Commençons par la possibilité de muter vers un autre système monétaire. À ce jour, il n'y a aucune monnaie alternative, et je dis bien aucune, en tout cas à ma connaissance, qui permette de pérenniser l'espèce humaine, et au sens large, toutes les autres espèces. Une monnaie qui soit viable, sécure et concrète, avec une stratégie d'émancipation de ce système actuel, ou de cette monnaie actuelle, et d'organisation. Car oui, il ne suffit pas juste de vouloir créer une monnaie alternative, qu'elle soit locale, décentralisée, libre, comme la jaune, la G1, sans qu'il y ait de stratégie d'organisation et de gouvernance. Autrement, cela est tout simplement illusoire. Il n'est pas possible de vouloir sortir du système actuel pour en créer un nouveau, ou un nouveau monde, en reproduisant les mêmes schémas actuels, c'est-à-dire l'individualisme, le fait de continuer à chercher à faire son profit personnel aux dépens de tout le reste, et puis ça n'enlève aucunement le fonctionnement même du système marchand, encore une fois. Cependant, les monnaies alternatives peuvent éventuellement aider à la transition, afin notamment de se débancariser et de favoriser l'économie locale. Or, la majorité des dérives perdureraient, que ce soit la corruption, les crimes, le fait de devoir lutter pour pouvoir survivre avec la guerre commerciale, qu'importe son état d'esprit, la destruction de la biodiversité, etc., etc., etc. Concernant le troc, comme nous l'avons vu précédemment, il est encore moins viable qu'une monnaie, pour les 5 raisons principales abordées. Or, il peut également lui aussi s'avérer être utile en guise de transition vers un monde non marchand, afin notamment de faire une économie locale la plus possible, pour se soutenir localement, et pour se débancariser. Mais encore une fois, c'est encore moins viable. Je ne vais pas répéter les raisons, je vous invite à regarder l'épisode précédent. Concernant la possibilité éventuelle d'un revenu universel, ou plutôt d'un revenu planétaire, puisque le mot universel fait plutôt référence à l'univers, donc à toutes les planètes, donc il serait plus juste de parler d'un revenu planétaire, mais bref, c'est pareil. Il n'enlève en rien toutes les dérives du système marchand, du fonctionnement du système marchand, de par la loi de cause à effet ou élément déclencheur. De plus, la mise en place d'un revenu universel ne pourra éventuellement qu'empirer les situations mondiales, puisque les gouvernements vont en profiter pour tout simplement avoir encore plus de contrôle sur nous, nous dire qu'est-ce que nous devons faire pour avoir notre salaire, et en plus de ça, nous aurons éventuellement le strict minimum, couplé à une éventuelle monnaie complètement digitalisée, où ils auront le contrôle sur absolument toutes nos finances, encore plus qu'aujourd'hui, ainsi qu'un éventuel crédit social à la chinoise, comme c'est déjà le cas en Chine, avec un système de points, et éventuellement une digitalisation et une numérisation globale avec l'identité numérique, ou autre. Concernant le revenu universel fourni par l'État, c'est tout le propre d'une relation d'emprise et de manipulation basée sur la peur, le chantage et la menace. Donc ça peut éventuellement permettre la pérennisation de l'espèce humaine un petit peu mieux pour transiter, à condition que ce soit fourni par les populations locales, les communautés, et non pas par l'État. Ça, c'est très important à comprendre. Enfin, qu'en est-il de tous les autres moyens d'échange pouvant exister, comme le CEL, le système d'échange local, ou le jeu, le jardin d'échange universel, ou autre? Eux aussi n'échappent pas au fonctionnement du système marchand et à toutes les dérives qui en ressortent. Puisque le CEL et le jeu sont en quelque sorte une forme de troc, c'est quasiment similaire, sauf que le système d'échange local ne permet pas de vivre de nos revenus avec notre activité. C'est basé sur l'échange de particulier à particulier. Donc ça ne permet absolument pas l'émancipation, mais ça peut éventuellement favoriser l'entraide, l'échange
notamment pour éventuellement s'habituer un peu mieux à aller vers un monde de partage, d'entraide, de gratuité. Ça favorise aussi le lien local, etc. Ça peut, encore une fois, avoir des avantages pour la transition, mais ce n'est aucunement viable, sécure et concret. De plus, les monnaies locales évitent peut-être certaines dérives, grâce notamment à l'échange local, de proximité, mais en créent également d'autres. Comme par exemple, le fait de ne pas pouvoir échanger justement à distance, de manière internationale, selon notre activité, nos projets, nos désirs, etc. Ainsi, pour répondre à toutes ces problématiques, nous avons simplement à nous libérer de l'échange et à nourrir l'opposé, à savoir le partage, l'entraide, la gratuité, ou autrement dit, le don inconditionnel. Cependant, je suis de mon côté personnellement ouvert au débat, je reste de mon côté ouvert à une potentielle transition pour aller vers un monde non marchand, car je ne suis dans aucun dogme, mais actuellement, à ce jour, il me semble complètement illusoire de vouloir créer un système transitoire qui permettrait d'assurer la pérennisation de l'espèce humaine, à part un revenu universel qui, dans ce cas-là, ne serait pas fourni par l'État. Mais les questions sont les suivantes. Combien cela va-t-il prendre de temps à mettre en place? Comment va-t-on faire pour mettre ça en place? Et comment va-t-on faire aussi pour empêcher toutes les dérives du système marchand qui perdurerait? Même avec un système de type revenu planétaire ou universel, il y aurait encore beaucoup de dérives qui perdureraient, comme la corruption que cela permet, les conflits d'intérêts, le pouvoir, ça facilite grandement la possibilité de pouvoir, de corrompre, mais aussi l'obsolescence programmée, les dépôts de brevets empêchant les scientifiques de s'unir, le fait de devoir gagner pour survivre et le fait d'avoir une dette envers l'autre. Et tout cela n'est encore une fois aucunement durable, ni profitable pour l'ensemble des êtres vivants, et plus principalement pour l'humanité. Autrement, je vous invite à me démontrer le contraire. Ne serait-il pas plus simple de se réunir, de lâcher le fardeau du monde marchand, de lâcher les armes, car oui, ce sont des armes. Marchander, c'est un crime. Ça a été un crime, ça a été imposé comme un crime, qui s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. On les y a mis de force dans ce système, mais une fois adultes, nous sommes responsables. Nous sommes responsables de continuer à alimenter cette machine, ce jeu. Donc nous avons tout simplement à nous libérer de ça et à aller vers un monde de gratuité, d'entraide, de partage, comme c'était très probablement le cas par le passé avant l'invention du commerce et de l'État. De plus, vouloir recréer un nouveau système monétaire ne fait que nous maintenir dans l'illusion par rapport à toutes les dérives que le système marchand créera automatiquement ou tout ce qui pourra advenir dû à ça. Donc on s'aperçoit là encore que ça complique bien plus les choses que ça ne les facilite. Le système marchand crée bien plus de problèmes qu'il n'en résout. D'ailleurs, en résout-il vraiment des problèmes? Je vous repose la question. Ne résout-il pas des problèmes qu'il crée lui-même, le cas échéant? Et que facilite-t-il vraiment? Objection. Je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que le système marchand est la racine ou la cause primaire de tous les problèmes. Il existe d'autres causes plus importantes. Avant tout, je ne dis pas que le système marchand est la seule cause primaire. Je dis bien que c'est une des causes primaires. Ensuite, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, nous voyons bien que si nous supprimons le système marchand, la majorité des dérives disparaîtraient. Les études le confirment. Ensuite, la vraie question à se poser serait plutôt la suivante. Comment va-t-on faire à éradiquer tous les problèmes et toute la souffrance, du moins en majorité, que nous voyons dans le monde, en gardant un système marchand? Jusqu'à preuve du contraire, c'est en supprimant le système marchand, donc en arrêtant de marchander, que la majorité des problèmes et de la souffrance sur Terre disparaîtront également, car liés à cela. Problème intérieur également, comme nous l'avons vu précédemment, de par la loi de cause à effet, créant des déterminismes sociaux, environnementaux, psychologiques et systémiques. De plus, je répète que le système marchand participe à corrompre la justice,
Et donc, on ne pourra pas avoir un monde basé sur une véritable justice si celle-ci doit perdurer, selon ce que chacun décidera, etc. Par exemple, le maintien des forces de l'ordre ou non. Donc c'est à chacun de participer à ce nouveau paradigme, mais pour ne pas trop entrer dans le vif du sujet pour l'instant à ce niveau-là, ce qu'on peut dire, c'est que ça enlèverait la majorité des dérives, mais pas que. Il n'y a pas que cette cause, et nous allons voir dès maintenant les autres causes. Qu'en est-il à présent des autres causes primaires? Eh bien, selon mes diverses recherches et réflexions, j'en suis arrivé au constat qu'il y a également deux autres causes primaires, en plus du système marchand, que sont la peur de la mort, qui englobe toutes les autres peurs, ainsi que les blessures et traumatismes intérieurs, et aussi transgénérationnels, qui sont liés, et les désirs incontrôlés. Je ne pourrais cependant pas entrer autant dans les détails tel que je le fais avec le système marchand, car ce serait trop long. Si je décide de mettre le focus principalement sur le système marchand, c'est encore une fois, car c'est un constat qui le démontre, la majorité des problèmes et de la souffrance sur Terre sont reliés à cela. Et il me semble que c'est la cause la plus facile à résolver, donc à supprimer, pour que tous les effets qui y sont reliés soient supprimés, ou du moins soient beaucoup plus facilement dissous. Je vais donc tâcher de vulgariser au mieux et de résumer cela de manière la plus claire et concise possible. Je classe de ce fait la peur de la mort comme étant la deuxième cause primaire, au sommet de toutes les autres, qui englobe donc toutes les autres peurs, ainsi que les blessures et traumatismes intérieurs, notamment collectifs, voire transgénérationnels, dont les 5 blessures les plus connues, qui ont été popularisées par Lise Bourbeau, que sont la blessure du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Car toutes les autres peurs peuvent toutes mener à la mort. Du moins à la mort dans cette réalité physique terrestre perceptible, selon les croyances. De même pour les traumatismes et blessures intérieures. Quitte à tuer avant d'être tué, ou à se conformer à des crimes et des atrocités, ou encore à être hyper méfiant vis-à-vis des autres, etc., etc. Telles que la peur de l'hostilité et du conflit, du manque ou de la perte, argent ou autre, nous permettant notamment, dans le monde actuel, de subvenir à nos besoins physiologiques, autrement dit de pallier notre survie. Du jugement, pouvant mener à l'exclusion du groupe dans lequel nous sommes, que ce soit une communauté ou autre, ou dans lequel on s'identifie, valable dans tout type de relations, amicales, sentimentales, professionnelles, familiales, etc. De la justice, pouvant mener à la prison, qui est une sorte de mort de notre liberté sur le plan extérieur, voire à la peine de mort, comme c'était le cas auparavant, et comme ça l'est encore aujourd'hui, notamment selon la zone, le pays, la communauté. De l'inconnu ou de l'incertitude, pouvant nous empêcher d'agir, mais aussi la peur d'être manipulé, trahi, rejeté, etc. Cette deuxième cause primaire est donc bien sûr elle-même liée à la première cause primaire, qui est le système marchand, lequel amplifie le tout. Puisque dans le monde actuel, encore une fois, et depuis l'invention du commerce, et aussi de l'État, eh bien, nous ne pouvons pas survivre si nous ne gagnons pas de quoi pouvoir pallier notre survie. Donc ça dépasse même la vie, comme nous l'avons vu précédemment. Notons que le rôle de la peur est avant tout de nous protéger du danger. Pour l'anticiper, notre cerveau active cela par mécanisme de survie instinctif. C'est dans notre ADN. Notamment à l'époque des tribus, avant la sédentarisation globale, où se faire éjecter d'une tribu était quasiment la mort assurée, car on se retrouvait tout seul en pleine nature, à moins de parvenir à rejoindre une autre communauté à temps. Même si les forêts étaient abondantes, comme vu en détail dans l'épisode numéro 2. Ce qui est également lié à ce que l'on nomme l'ego, que nous allons aborder dans un instant.
Nicolas Machiavel le disait lui-même, « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leur âme ». Il a même fait plusieurs ouvrages au sujet de la politique, où il dit clairement que gouverner, c'est faire croire, c'est mentir, c'est jouer sur la peur, etc. Et pas seulement parce que Machiavel le disait. Rien qu'à voir aujourd'hui le monde autour de nous, dans ce système politique et économique mondialisé. Avec notamment les grands médias traditionnels qui y participent. Et cela depuis des siècles. À distinguer des leaders, des sages ou des chefs spirituels, qu'importe l'appellation, comme vu dans l'épisode numéro 2. Ensuite, détaillons un peu plus les choses de sorte à nuancer. Utiliser l'émotionnel en jouant sur la peur avec des intentions manipulatrices, des mensonges et ou pour son profit personnel, comme le font malheureusement les grands médias traditionnels, est à différencier d'une approche intelligente visant à anticiper le futur pour mieux s'adapter à celui-ci ou pour éviter qu'une chose ne se produise, que ce soit dans une situation présente ou future, ou encore à analyser le système et le monde actuel via des constatations factuelles, qui plus est lorsqu'il s'agit d'apporter des pistes de réflexion, des connaissances et ou des solutions concrètes dans l'intérêt commun. Cela est complètement différent. Comme je le fais personnellement au travers de cette série vidéo. À but préventif et de manière bienveillante, pour parler du monde actuel, car celui-ci est bel et bien chaotique et non durable. Et fermer les yeux sur cela n'arrangera pas les choses. De sorte à éviter que les choses n'empirent, tout en apportant par la même occasion de véritables solutions, à commencer par la compréhension du monde dans lequel nous vivons, via des constatations systémiques factuelles et une mise en lumière des causes. Pour ainsi pouvoir collectivement aller vers quelque chose d'autre, viable et abondant pour l'ensemble des êtres vivants. Cependant, utiliser l'émotionnel est quelque chose de profondément humain, sachant que nous sommes des êtres d'émotion, autrement nous ne pouvons pas être réceptifs et nous serions dans ce cas que de simples robots. C'est en réalité la seule chose qui nous différencie d'une machine dans cette existence physique. Je peux donc moi-même utiliser l'émotionnel, comme nous le faisons en réalité toutes et tous plus ou moins inconsciemment, lors de nos conversations et autres. À condition d'également utiliser le rationnel, bien entendu, pour favoriser la réflexion et la compréhension. Autrement, c'est de la manipulation. Par ailleurs, la manipulation est à différencier de l'influence. Se référer au message d'avertissement en début d'épisode si jamais. N'importe quel auteur, artiste, ouvrage, documentaire, histoire, méthode d'éducation, discours, etc. comporte l'aspect émotionnel, incluant toutes sortes d'émotions que nous pouvons ressentir, positives comme négatives. Enfin, les émotions sont bien souvent utiles, voire indispensables, pour favoriser le changement, tel un effet de levier, un moteur d'action. Sans pour autant se laisser contrôler par elles, mais en les accueillant, puis en les transcendant. Tout dépend de ce fait des intentions. Pour finir, chacun reste dans tous les cas responsable de ses émotions et de ses comportements, même s'il peut y avoir des éléments déclencheurs. Vivre le moment présent est certes très important, puisque c'est le seul moment qui existe. Cependant, se projeter dans le futur, que ce soit pour atteindre des objectifs, ou bien éviter qu'une chose ne se produise, ou encore pour anticiper et se préparer à ce qui peut advenir, que ce soit physiquement et ou mentalement, est également important. Pour ainsi éviter certaines choses, ou mieux y faire face, selon la situation et le contexte. Également appelée la résilience. Surtout lorsqu'il y a des causes pouvant créer des effets, ou bien des éléments déclencheurs. Et les espèces qui survivent le plus sont celles qui s'adaptent le mieux, que ce soit émotionnellement, physiquement, etc. Pour revenir sur la peur, c'est donc quelque chose de complètement normal à première vue. Notre cerveau active cela pour nous protéger du danger. La peur de la mort, incluant toutes les autres peurs, est donc due au besoin de survie du corps dans cette réalité physique et matérielle que nous expérimentons. Mais avec un travail intérieur, nous pouvons l'accueillir, ou autrement dit l'accepter, pour ainsi pouvoir nous en libérer
totalement ou presque, en la transcendant, ou autrement dit, en la dépassant. Cela repose également sur les croyances de chacun, notamment la croyance que nous sommes bien plus qu'un simple corps physique et qu'il y a une après-vie, que la mort totale n'existe pas, et ou qu'il y a quelque chose à l'origine du tout, une source, un sens à l'existence, etc. Tout cela est très vaste, et ça relève surtout de la spiritualité et de la philosophie, à différencier du mot religion, bien que la science confirme aujourd'hui pas mal de choses qui relevaient jusqu'à peu du domaine de l'invisible ou de l'inexplicable. Tout ça pour dire que celui qui n'a plus peur de la mort, et même de la souffrance que celle-ci pourrait nous faire endurer, n'est plus manipulable ni contrôlable, ou du moins extrêmement peu, car plus personne ne pourra nous faire peur. Et cela n'empêche pas pour autant de faire le nécessaire pour éviter la douleur, ou autrement dit la souffrance, physique et ou mentale, ou pour éviter une mort physique contrôlable, comme par exemple le fait de ne pas sauter dans le vide du 10e étage, ou en allant secourir quelqu'un selon les possibilités et le contexte. Ou encore pour se sortir d'une situation dangereuse qui pourrait nous causer la mort physique dans cette réalité, ou pour éviter une situation future, etc. Notamment en co-créant un nouveau paradigme durable et prospère pour tous, de sorte à limiter au maximum les problèmes et la souffrance sur Terre. Il est donc important de ne pas confondre éviter la mort ou la souffrance avec avoir peur de la mort dans cette réalité. Car nous pouvons éviter quelque chose en conscience sans en être apeurés, valable dans ce cas-là comme dans bien des cas, afin de pouvoir continuer de vivre notre expérience dans cette réalité physique. En accueillant les événements et les choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle, qui pourraient nous procurer de la souffrance mentale et ou physique, c'est-à-dire en ne résistant pas émotionnellement, sans pour autant ne pas passer à l'action, si nécessaire et possible, ou refuser une action. Comme la philosophie du stoïcisme en parle, ou encore l'auteur Eckhart Tolle dans son ouvrage Le pouvoir du moment présent, etc. Voilà tout. Je n'entrerai pas plus dans les détails, car ce sera déjà bien suffisant. J'estime en effet avoir évoqué l'essentiel. Mais comprenez que cette cause est donc l'une des plus importantes. Et enfin, je place les désirs incontrôlés comme étant la troisième cause primaire, qui est donc elle aussi au sommet de toutes les autres, et qui englobe tous les désirs. Concernant cette troisième cause-là, je m'appuie sur les travaux de divers êtres humains, comme par exemple Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, Platon, ou René Girard, mais aussi Frédéric Lenoir, etc., pour ne citer qu'eux, en piochant à l'intérieur ce qui me semble juste, en lien avec mes propos, car ce sont des individus, des êtres humains, selon moi, très complémentaires, et pas seulement en contradiction, valable également pour tous les êtres humains avec qui nous pouvons toutes et tous échanger, en plus de mes propres réflexions personnelles donc, et de mes propres recherches, avec une vision globale, holistique et transdisciplinaire, lesquels peuvent devenir négatifs et destructeurs, que ce soit pour soi, les autres et la planète, s'ils ne sont pas contrôlés, tels que le désir sexuel, le désir de reconnaissance et ou d'accomplissement, ou encore le désir mimétique, le fait de vouloir ce que les autres veulent, etc. Donc c'est pas seulement lié aux peurs. Les désirs sont vraiment distincts, mais tout comme le système marchand, ces trois causes primaires-là sont évidemment liées les unes avec les autres. Le système marchand peut amplifier la peur, et peut aussi amplifier les désirs en les créant. La peur de la mort peut faire en sorte que les êtres humains vont se comporter de sorte à avoir peut-être plus ou moins de désirs, et aussi à avoir des comportements plus ou moins bons ou mauvais, on va dire ça grossièrement, dans un système comme le système marchand. Donc voilà, ces trois causes-là sont intimement liées. C'est pour ça qu'il faut évidemment parvenir à les comprendre et puis ensuite pour pouvoir les transcender. Puisque même si nous supprimons le système marchand et que nous parvenons à contrôler nos peurs
notamment nos blessures, nos traumatismes aussi qui sont reliés, eh bien, il y aura toujours les désirs incontrôlés qui peuvent faire en sorte de compliquer la durabilité et la pérennisation de l'espèce humaine pour créer un monde profitable pour tout le monde. Valable pour le désir d'accomplissement qui peut quant à lui tout autant être un besoin. Comme la pyramide de Maslow en parle, bien que cette pyramide soit assez controversée, mais voilà, on peut le ressentir par nous-mêmes, le fait d'avoir un besoin profond de sens et d'accomplissement, de se challenger, de se sentir en progression, en évolution. Les désirs et les besoins, c'est parfois difficile à savoir de quoi il s'agit, mais je pense qu'il y a un petit peu des deux à chaque fois. Un désir comporte très souvent aussi un besoin lié, et un besoin comporte très souvent aussi un désir. Mais contrairement au désir, les besoins sont des choses vraiment fondamentales à notre existence. Donc le fait de manger, de boire, d'avoir un toit pour avoir une bonne température corporelle et être à l'abri, en sécurité. La défécation aussi. Voilà, ça c'est les besoins vraiment fondamentaux. Les besoins sexuels, ils sont pas vraiment finalement, c'est pas vraiment un besoin. C'est plus un désir. Mais il peut être vécu comme un besoin. Et voilà. Il y a beaucoup de gens aussi qui vivent sans se reproduire. Il y a aussi le désir de reproduction, qui lui peut tout autant aussi être un besoin, puisque c'est comme ça que la perpétuation de l'espèce se fait. Mais la question de la reproduction et notamment de la sexualité aussi sont des questions également très vastes et qui sont également sensibles. Ce sont des sujets sensibles, surtout quand on voit le monde actuel. Mais nous aborderons ça un peu plus en détail par la suite. De même pour le désir de reconnaissance que nous avons toutes et tous, car celui-ci est relié au besoin d'amour, le fait de se sentir aimé et de se sentir aussi reconnu par le groupe, par l'humanité, ainsi qu'au besoin de sens existentiel, lui aussi lié, mais que nous pouvons utiliser en faisant des choses utiles, morales, éthiques, bonnes pour soi, les autres et le monde, de manière durable, ou bien en faisant des choses amorales, en ne réfléchissant pas aux conséquences de nos actes, voire perverses et destructrices, négatives, non durables, malsaines, voilà, peu importe les mots qu'on emploie, qu'on utilise. Le plus important à comprendre, c'est que les désirs peuvent être mis pour une cause morale, pour une cause humanitaire, comme par exemple le fait de désirer un monde meilleur. Ils peuvent donc être positifs pour soi et les autres, et nous procurer aussi un sens existentiel, à condition qu'il soit contrôlé. Du moment que c'est durable, du moment que c'est fait en conscience, et que c'est consenti, ou bien ils peuvent tout simplement être négatifs et destructeurs pour soi, les autres et le monde. Voilà, ce qu'on pourrait également appeler le fait de vendre son âme, notamment dans un système marchand. L'âme serait à l'origine de certains de nos désirs, comme par exemple le désir de vérité et de justice, mais les désirs peuvent aussi être liés à l'ego. Donc, peu importe qu'ils soient liés à l'âme, à l'ego, voilà, peu importe les croyances, il y a plusieurs écoles, mais cela n'est donc pas un mal. On pourrait nommer cela l'ego positif et constructif, à l'inverse donc de l'ego négatif et destructeur. C'est valable pour tous les désirs. Certains désirs naturels sont donc liés, comme celui de la survie du corps physique et de la reproduction. Cette entité fait partie de nous-mêmes, en étant à la fois bonne et mauvaise. Car pour simplifier, l'ego, ça signifie tout simplement la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Donc c'est lié à l'instinct primaire, le fait de chercher à se maintenir en vie dans cette réalité physique terrestre perceptible. Et aussi, c'est bien évidemment utile pour se reconnaître comme étant un être à part entière, même si nous sommes, je pense, c'est ma croyance, tous liés les uns aux autres au niveau énergétique, et la science le confirme aussi. Tout est énergie dans ce monde des vibrations, ça c'est confirmé par la science. Donc nos comportements affectent tout le vivant tôt ou tard. Un enfant, lorsqu'il naît, ne s'identifie pas à lui-même. C'est peu de temps après, quelques années après ou quelques mois après, qu'il commence à s'identifier et à se percevoir comme étant une individualité. Donc c'est le jeu, à force de grandir donc et de se reconnaître dans le miroir, etc. Mais l'ego,
au-delà de la représentation de soi-même, eh bien, nous permet également de nous maintenir en vie. Puisque, eh bien, c'est grâce à l'ego que l'on va chercher à combattre ou à fuir, selon la situation, pour tout simplement, eh bien, nous maintenir en vie dans cette réalité physique terrestre perceptible. L'ego a de ce fait avant tout pour fonction d'assurer notre propre survie et ou celle d'autrui. Exemple, défendre son enfant d'une agression, bien qu'également liée à l'empathie. Via cette représentation du moi ou du je, qui permet de se reconnaître comme être à part entière, et donc d'avoir cet instinct de survie face au danger, ainsi que pour perpétuer l'espèce. Et l'ego est donc bien évidemment lié à la deuxième cause primaire, qui est donc la peur de la mort. Et donc si nous avons très peur de la mort et que nous ne parvenons pas à contrôler nos désirs et que nous maintenons aussi le système marchand, eh bien l'ego humain ne peut que devenir catastrophique. Et c'est comme ça, et donc il en résulte des comportements non éthiques, amoraux, violents, destructeurs, égoïstes, individualistes et aliénés. Faisons à présent le lien avec la deuxième cause primaire, c'est-à-dire la peur de la mort, qui est naturellement fortement liée. L'être humain a donc une part animale en lui, laquelle comporte également des pulsions qu'il a besoin d'extérioriser, reliées à son instinct de survie, mais aussi des besoins et des désirs qui, selon les croyances et points de vue, vont au-delà de l'instinct de survie, car provenant d'autres sources, telles que les désirs de l'âme, etc. L'être humain a de ce fait le choix entre deux possibilités qui s'offrent à lui. Numéro 1, utiliser son instinct primitif et ses besoins et désirs contre lui-même, contre l'humanité, contre tout le vivant et la planète, dans une démarche destructrice et négative. Ou bien, numéro 2, il peut utiliser son instinct primitif et ses besoins et désirs dans une démarche créatrice et positive, en créant, en aidant, en œuvrant pour une ou plusieurs causes d'intérêt général et ou au travers de choses qui le passionnent, telles que les activités artistiques et ou intellectuelles, la créativité, le sport en tout genre, en se défoulant, mais aussi au travers de l'amour et de la sexualité, etc. En utilisant de ce fait son instinct primitif comportant des pulsions et ou ses besoins et désirs, en bien et non en mal, dans le sens sans causer de tort à autrui, ou autrement dit en conscience, en les canalisant et en les mettant à profit différemment.
Notons que toute blessure et souffrance intérieure part très souvent d'un manque d'amour, relié aux 3 causes primaires, avec un besoin ou un ressenti qui n'a pas été exprimé et ou respecté. Par ailleurs, si nous cherchons à nous couper de tous nos désirs, eh bien, le fait de vouloir se couper de tous nos désirs est un désir, lequel nous mènera bien souvent à la frustration et à la déprime, voire plus, du moins dans la majorité des cas. Nous pouvons nous en détacher au maximum, si c'est ce que nous voulons. Par exemple, pour prendre un exemple, les moines ont aussi des désirs. Ils désirent manger, ils apprécient leur repas, surtout que beaucoup font un repas par jour, pour donner un exemple, et ils désirent aussi s'accomplir encore plus qu'ils ne le sont au jour le jour, pour devenir encore quelqu'un avec une meilleure spiritualité, une meilleure maîtrise de soi, être dans une quête permanente pour devenir meilleur, se comprendre encore mieux, et pour tout simplement atteindre au maximum ce que l'on peut nommer dans la spiritualité l'illumination, pour atteindre tout simplement un état de conscience. Donc, tout individu, quel qu'il soit, notamment les êtres humains, je vous parle surtout de l'humanité, des êtres humains, ont des désirs. Les désirs existeront donc toujours, même s'il n'y a plus de système marchand, et que nous parvenons à maîtriser et à transcender nos peurs. Il faut donc apprendre à les contrôler, et cela passe donc par la compréhension, avant tout, puis l'acceptation, et le contrôle, la maîtrise de nos désirs, de nos pulsions. Et ça passe donc également aussi par des règles communes, pour réussir tout simplement à vivre ensemble. Nous y reviendrons par la suite, mais comme le dit ce dicton, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ce qui veut dire que notre liberté ne peut pas empiétrer sur celle d'autrui. Sinon, il va toujours y avoir des problèmes, des guerres, de la souffrance. Donc chacun doit prendre sa part de liberté et respecter celle d'autrui. Et pour tout ça, il faut bien évidemment une organisation qui permette la pérennisation de l'espèce humaine, pour créer un monde viable et abondant pour l'humanité, mais aussi pour l'ensemble des êtres vivants. Cette 3e cause primaire est donc bien sûr elle-même liée aux 2 autres causes primaires, laquelle amplifie le tout. Je ne vois de mon côté aucune autre cause primaire, outre ces 3 gigantesques causes-là, et c'est déjà bien suffisant. Le but n'est pas d'en inventer. Elles sont donc à l'origine de la majorité des problèmes et de la souffrance sur Terre. Ainsi, il en découle de ce fait tout un tas d'autres éléments, de conséquences ou de causes secondaires, que je vais répertorier dès maintenant en résumant l'essentiel. À savoir, les comportements égoïstes et individualistes, à l'extrême, violents, destructeurs, pervers, compétitifs et aliénants, incluant les dépendances comportementales. La soif de gloire et de pouvoir, les émotions incontrôlées, en particulier les émotions dites négatives, exemple, le stress, la colère, la culpabilité, la honte, etc. La division et la guerre en tout genre, les systèmes politiques totalitaires et esclavagistes, incluant la violation des droits et libertés fondamentaux chez l'être humain, le syndrome de Stockholm, le syndrome du larbin, les inégalités, l'inconscience, la robotisation et le contrôle mental et financier, via le formatage et les conditionnements reçus, la manipulation mentale et l'ingénierie sociale, exemple, le projet MKUltra, le divertissement abrutissant, etc. Le conformisme au crime et atrocité, la fabrique du consentement, l'aliénation spirituelle et ou philosophique, incluant la normalisation des classes sociales et le fait de se dire que la vie sur Terre est ainsi, la déresponsabilisation, la servitude volontaire, les difficultés d'accès aux études et à la connaissance, couplées à la rétention d'informations, la déspiritualisation, à distinguer des religions,
et la déconnexion à notre lien avec la nature, qui en fait partie, l'attente d'un sauveur, couplée au sentiment d'impuissance, la souffrance généralisée de tous les êtres vivants, ainsi que la destruction globale de la biodiversité. Liste non exhaustive, mais je pense avoir résumé l'essentiel. Personnellement, je ne vois pas autre chose, et tous les éléments, conséquences ou causes secondaires que nous venons de voir ensemble sont donc reliés aux 3 causes primaires que nous avons vues juste avant, qui sont donc, je le répète, le système marchand, la peur de la mort et les désirs incontrôlés. Pour revenir sur l'une des 3 causes primaires, qui est le système marchand, elle crée une arborescence d'effets, d'éléments et de causes secondaires, faisant que ce monde soit comme il est. De même pour les 2 autres causes primaires. Tous ces mécanismes participent donc au maintien de ce système politique et économique mondialisé dans lequel nous sommes, le tout faisant que la majorité des êtres humains acceptent le système dans lequel nous vivons et la perversion subie. Bien sûr, tout part de soi, mais changer l'environnement extérieur rendra les choses beaucoup plus faciles, car encore une fois, il y a bel et bien des facteurs déterminants existants, à l'exception de quelques communautés souveraines existantes, qui, quant à elles, pourront tôt ou tard subir le système actuel, qui, on le voit encore dans les peuples amérindiens, en Amérique du Sud, ou dans diverses communautés. Beaucoup de populations indigènes, autochtones ou racines, peu importe le nom qu'on utilise, se font très souvent envahir par les armées, par les gouvernements, et donc ces peuples-là ne sont pas également à l'abri d'être tués, emprisonnés, capturés ou que sais-je, que ce soit actuellement ou dans le futur. Concernant la peur de la mort, je suis loin d'être le seul à l'affirmer, et de même également pour les 2 autres causes primaires, bien que celle du système marchand soit aujourd'hui pas suffisamment bien comprise, et c'est tout mon but au travers de cette série vidéo, de ces vidéos, de mettre ça en lumière, en plus de tout ce que nous avons abordé ensemble, et de l'organisation à but non lucratif que nous avons abordé dans l'épisode précédent, qui se nomme donc World Transformation Movement, qui a été fondé par le biologiste Jeremy Griffith, qui parle des peurs et de l'origine donc des comportements humains, et de comment nous vivons éventuellement par le passé. Donc en ayant vraiment mené un travail de recherche poussé et sérieux, scientifique. Il y a également une autre organisation ou association, ou encore institut de recherche, qui est également dans la même démarche que le mouvement World Transformation Movement, et qui parle également de l'origine de nos peurs, donc qui se nomme New World Together, qui a été fondé par Benjamin Castello, qui est un Français. Et je vous invite vraiment à vous pencher sur les travaux de cette association également, qui a fait vraiment un travail très intéressant, qui peut également nous aider à comprendre l'origine de nos peurs, bien que j'ai résumé l'essentiel, mais je me suis également basé sur les travaux de cette association, de cet institut de recherche, qui m'a grandement également, moi le premier, éclairci, en plus de tous les autres êtres humains, chercheurs, philosophes, scientifiques, qui contribuent également à tout ça, en plus de mes propres recherches et réflexions, bien sûr, encore une fois. Et donc voilà, je peux ne pas être d'accord avec tout ce qui est abordé par cet institut de recherche-là, qui d'ailleurs est un petit peu en contradiction sur un point avec l'autre institut, l'autre organisation, à propos de comment les gens vivaient par le passé. Cet institut New World Together pense que la violence était plus présente, nos comportements primitifs prenaient un peu le dessus sur notre conscience, ce qui est également peut-être le cas aussi encore aujourd'hui dans certaines communautés. Et cet institut préalablement abordé, World Transformation Movement, pense au contraire que par le passé, nous vivions un petit peu comme dans un jardin d'Éden, comme nous l'avons abordé. Il y avait très peu de conflits et les gens étaient soudés en communauté. Et c'est par la suite que le conflit interne s'est tout simplement
créé, ce qui a entraîné l'apparition du commerce et de l'État. Voilà, je ne vais pas tout répéter ce que nous avons vu préalablement. Même si nous ne pouvons pas être d'accord sur tout, il est fondamental de comprendre que nos peurs sont également à l'origine du monde dans lequel on vit, des comportements, des conséquences, pas seulement donc le système marchand et pas seulement les désirs. Les désirs incontrôlés ne sont quant à eux pas vraiment abordés par ces deux organisations-là, si je ne me trompe, puisque bien sûr ces organisations-là sont en constante évolution, et ce sont, à ma connaissance en tout cas, pas des associations, des organisations qui sont endoctrinées, et qui sont également là pour favoriser cette élévation de conscience et cette sensibilisation qui, grâce à cela, nous permettra de pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus durable sans reproduire les mêmes schémas pervers, destructeurs et non durables. Maintenant, si jamais vous pensez qu'il y a autre chose au-dessus de ça, avant tout, je suis donc le premier à dire que ce n'est pas la seule cause primaire, qu'il y a donc ces deux autres causes primaires, en plus du système marchand, ainsi que tous les autres éléments, conséquences ou causes secondaires que nous avons abordées. Ensuite, vous avez le droit de le penser. Je peux moi-même ignorer certaines choses, ou ne pas améliorer mes réflexions, mes recherches, mes connaissances. Mais le plus important à comprendre, c'est que, en ayant déjà conscientisé et compris ces trois causes primaires-là, ainsi que tout ce qui en découle, nous pouvons, et j'ose l'affirmer, créer un monde viable et abondant pour tous, en tout cas beaucoup plus que le monde actuel ne l'est, car il peut encore y avoir peut-être d'autres causes qui relèvent dans ce cas-là plus de l'invisible. Certains pourraient dire que la cause primaire au-dessus de tout, c'est les esprits qui dirigent le monde. Il y a des choses qui peuvent être vraies, mais je ne veux pas m'étaler sur ça, puisqu'il y a des choses aussi qui sont très spéculatives et qui relèvent aussi beaucoup des croyances personnelles. Donc, il peut également y avoir des pathologies mentales. Il y a certaines personnes, certains individus, certains êtres humains, qui ont certes des pathologies mentales, qui apparaissent très souvent dès l'enfance, à cause de blessures, ou qui sont éventuellement innés, comme les comportements de type psychopathique, mais ça reste une faible minorité. Et ces êtres humains-là, dans un environnement complètement différent, peut-être ne seraient pas devenus comme ça. Et dans un nouveau paradigme, nous verrons ça plus en détail dans les épisodes suivants. Qu'est-ce que nous allons faire justement de ces individus qui ont des pathologies, ou encore qui veulent garder leurs privilèges, leur pouvoir, et qui sont prêts à tout pour cela. Mais ça reste vraiment une faible minorité. À noter que je ne parlerai pas ici de la croyance comme quoi certains êtres humains ne seraient justement pas des êtres humains au niveau biologique. Donc ce serait une autre espèce ou que sais-je, puisque ça reste quelque chose qui est très difficilement prouvable et démontrable. Je préfère me consacrer aux choses qui sont démontrables, factuelles, objectives. Et encore une fois, les éléments abordés et les causes sont à mon sens déjà suffisants lorsque nous les aurons comprises et lorsque nous ferons bien sûr un travail permanent de maîtrise personnelle, de conscientisation de nos émotions, de nos pensées, de nos comportements, etc. Et puis admettons que nous parvenons à supprimer 50 à 80%, je pense personnellement un petit peu plus, peut-être même 90 ou 99%, de la souffrance et des problèmes, c'est déjà ça. Il ne suffit pas simplement de pointer ce qui ne va pas et de se dire « Ah non, il n'y a pas que ça » ou « il y a autre chose ». Si nous pouvons éradiquer la majorité des problèmes, pourquoi ne pas le faire? Les dérives qui resteraient, bien évidemment, seront à gérer ensemble par le collectif et on trouvera des solutions pour ça. Je ne m'attarderai pas plus sur ça pour l'instant dans cet épisode. D'où le fait que je mette autant l'accent sur le commerce, car le monde est tout simplement régi par ça, par le système marchand. Donc finalement, ce n'est pas le plus important de dire que le système marchand est la cause primaire ou la racine de tous les problèmes, surtout que je suis le premier donc à dire que ce n'est pas la seule cause. Il peut encore y avoir d'autres causes ou peu importe. Voilà, il ne faut pas non plus s'attarder sur le fait d'établir un classement. C'est pas le plus important, bien que, pour contredire ce que je viens de dire, j'estime que ça le soit tout de même, puisque, autrement, nous allons nous concentrer sur les effets et non pas les causes. Mais les effets peuvent nous mener aux causes, à condition de les aborder, de les comprendre et d'également parler des solutions.
Car pourquoi ne pas lâcher quelque chose qui supprimerait la majorité des dérives et de la souffrance sur Terre? Pourquoi ne pas lâcher le fardeau? Pourquoi continuer à s'autodétruire les uns les autres? Si cela permet d'éradiquer 80% des problèmes dans le monde, pourquoi vouloir s'en passer? Sous prétexte qu'il y a d'autres causes ou d'autres éléments. Ou même encore 50%. Bien que 50% me semble quand même assez bas. Mais ce serait déjà ça. Nous n'avons aucun intérêt à perdurer dans ce système. Objection. L'humain peut être corruptible par d'autres biais que l'argent et que le commerce. Certes, je n'ai pas dit le contraire. Or, ce sera bien plus compliqué. Pour ne pas répéter tous les éléments que nous avons abordés. Objection. L'humain est mauvais par nature. Nous ne sommes pas aptes à créer un monde de ce type, car nous fonctionnons sur le conflit et la compétition. C'est dans notre ADN. Et il y aura toujours des gens pour dominer. Le début de réponse qui suit est tiré du mouvement MOSICA, le grand projet, disponible dans leur FAQ, présente sur leur site internet. La question de la nature humaine passionne les débats. Il en ressort que la nature de l'humain dépend principalement du contexte dans lequel il évolue. De ce fait, nos comportements actuels sont les fruits de notre adaptation naturelle à notre société. Notre nature est d'ordre à permettre cette adaptation. La véritable cause d'un humain mauvais, entre guillemets, relève de sa réaction et adaptation à son environnement. L'homme ne peut pas évoluer par la servitude ou la menace. Au contraire, cela le restreint, le rétracte, et provoque en lui des comportements agressifs. Par contre, lorsque l'on assure les besoins fondamentaux et la sécurité de l'homme, on constate une ouverture spontanée aux autres. Cela permet de prendre conscience que le climat social, la nécessité, l'éducation ou encore la culture sont des paramètres desquels résultent nos comportements. Le système monétaire n'est pas garant de bons comportements, au contraire. C'est pourquoi l'esprit de compétition qui découle de l'argent ne fait que nous diviser. Et la nécessité de manger, lorsqu'elle n'est plus garantie, nous pousse à des choix irrationnels. Au-delà de ça, l'argent incite au toujours plus et à la soif de domination qui le rend possible. Il est nécessaire de penser la question en termes de contexte et non pas de nature. Je ferme les guillemets. Pour compléter, je pense personnellement que l'être humain a un fond plus bon que malveillant. Rien qu'à voir les enfants. Quel enfant, hors pathologie, ne voudrait-il pas un monde meilleur, c'est-à-dire un monde viable et abondant pour tous, pré-formatage. Donc avant d'avoir été conditionné et formaté par la société dans laquelle nous sommes, mais aussi dans le cadre, dans l'environnement familial éventuellement, dans les écoles bien sûr, etc. La majorité des enfants, qui sont normalement constitués, souhaitent tout simplement un monde meilleur, un monde dans lequel le partage serait au centre, un monde dans lequel l'entraide serait au centre, l'union, l'amour, la paix, l'harmonie, et sont dans l'authenticité. Se posent des questions, remettent les choses en question. Ils sont dans la vulnérabilité. Ils sont également souvent dans l'accueil de leurs émotions, etc. Avant d'avoir été conditionnés et formatés par la société, par le système dans lequel nous sommes. Mais cela n'est en rien une fatalité. Nous pouvons bien sûr nous déprogrammer, et ça va bien sûr passer par ça. En nous émancipant des conditionnements, des croyances et des illusions. Et rappelez-vous vous-même, étant enfant, même si vous avez peut-être eu une enfance difficile, essayez de vous remémorer comment vous percevez le monde. Est-ce que vous aimeriez pas avoir un monde différent? Et bien sûr, une fois adulte, parce que beaucoup d'enfants aussi ne sont pas conscients de tout ce qu'on aborde dans cette série, les causes primaires abordées, etc. Donc le but, c'est vraiment de conscientiser tout ça via cette compréhension fondamentale pour ainsi pouvoir s'en émanciper, s'en affranchir et aller vers quelque chose de tout simplement prospère pour l'ensemble des êtres vivants. Je le répète.
Si nous sommes capables de créer des choses incroyables extérieures à nous, pensez-vous vraiment que nous ne sommes pas capables de bien nous comporter et de favoriser une entente collective basée sur la paix, le partage, l'amour, la bienveillance, l'entraide et l'harmonie avec le vivant, au maximum? Sachant que toutes ces choses sont déjà en nous, et cela ne demande aucune ressource extérieure, si ce n'est la connaissance et la compréhension de soi, bien que les ressources extérieures puissent bien sûr nous y aider. De plus, si nous changeons le système, les comportements et l'énergie universelle changeront eux aussi. C'est une évidence, de par la simple loi de cause à effet. Et certaines études le confirment également. Exemple, le « quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit » n'existera plus. Mais après avoir dit tout ça, il y a encore une autre forme de compétition que nous n'avons pas encore abordée et qui se doit à présent de l'être. C'est-à-dire la compétition sexuelle, également appelée sélection naturelle, qui est également liée au désir sexuel et au désir de reproduction, qui existe bel et bien chez l'être humain et apparemment aussi chez toutes les autres espèces, laquelle entraînera toujours, malheureusement, certaines dérives, comme la rivalité sexuelle et la jalousie, même avec ses proches, que ce soit avant ou pendant une relation, ou encore le viol, pour notamment assouvir ce désir sexuel de cette manière-là, via cet acte criminel. Exemple 1, si deux individus sont attirés par la même femme ou le même homme célibataire. Exemple 2, être attiré, voire tomber sous le charme de quelqu'un d'autre, qui plus est s'il y a réciprocité avec l'être humain qui nous plaît, et cela malgré notre engagement fidèle dans notre relation actuelle, mariage ou pas, en particulier si la relation sentimentale ne nous convenait pas comme on l'aurait espéré, ou bien que le temps fait que ça a changé, sans pour autant tromper l'être avec qui l'on est, mais peut-être rompre consciemment et respectueusement, en dernier recours, si rien ne semble s'arranger, et en attendant éventuellement un peu de temps avant d'entamer cette nouvelle relation par principe, selon nos valeurs. à moins que nous soyons dans le renoncement et ou que nous parvenons à contrôler nos désirs. Notons qu'ici, je n'en parlerai pas de manière détaillée, car ce serait trop long. La compétition sexuelle peut s'avérer être un sujet très douloureux, comme finalement les autres sujets aussi, car c'est un peu inconfortable d'oser le reconnaître et d'oser surtout agir pour ne pas créer de la souffrance chez autrui, quitte à être dans le renoncement. Voilà, c'est pareil pour la prédation interespèce. Donc ce genre de questionnement, dans un nouveau monde et un nouveau système, autrement dit un nouveau paradigme, devront être réfléchis collectivement pour faire en sorte de résolver ces choses-là. Surtout que dans un monde non marchand, les scientifiques seront encore une fois unis. Il n'y aura plus de conflits d'intérêts, il n'y aura plus de dépôt de brevets, de corruption possible à ce niveau-là, etc. Donc il en va de chacun de faire ce travail de compréhension et de maîtrise de soi, mais aussi en changeant l'environnement, l'humain changera beaucoup plus facilement, encore une fois. On pourrait toutefois se demander si la compétition au sein des spermatozoïdes est révélatrice du mode de fonctionnement de l'univers. Comme quoi il y aura naturellement toujours des gagnants et des perdants dans tout, interespèces, et notamment pour la compétition sexuelle, et que l'on ne peut de ce fait pas y remédier, à moins de dénaturaliser le vivant. Les spermatozoïdes sont, selon les connaissances actuelles de l'humanité, bel et bien en compétition. Mais cela concerne chaque être individuellement. Donc ça n'a pas d'importance, puisque ça n'empêche pas de favoriser la coopération avec tous les autres êtres vivants, du moins dans l'idéal. La compétition sexuelle, quant à elle, concerne le collectif, car tout le monde est concerné. Notons que la compétition sportive ou amicale a quant à elle été abordée dans l'épisode numéro 1, en comparaison avec la compétition commerciale, en plus donc de la compétition au sens large, qui fait surtout référence à la notion de guerre, le fait de se faire la guerre,
en dehors du système marchand et en dehors de la compétition sportive ou amicale, ainsi que de la compétition sexuelle qui est encore différente. Et la compétition idéologique ou intellectuelle sera quant à elle abordée dans l'épisode numéro 5. Sans parler également de la question de la reproduction, que je n'aborderai pas ici car ce serait également trop long, et également de la compétition interespèces au niveau des ressources. Toutes ces questions seront également abordées un peu plus en détail par la suite dans l'épisode 5, par rapport à comment serait justement ce nouveau paradigme et comment agir en conséquence pour favoriser la durabilité et l'abondance pour tout le monde. Pour conclure sur ce type de problèmes et d'imperfections relevées, tels que la compétition sexuelle, la prédation interespèces, etc., ils resteront peut-être même dans un monde non marchand, mais ils seront beaucoup moins présents de par l'environnement qui changerait, et aussi, peut-être que de par l'environnement qui changerait justement, l'énergie et les désirs humains évolueront quant à eux peut-être aussi, ce qui n'empêchera donc pas de maintenir certaines règles et éventuellement une justice pour ce type de dérive. Nous en reparlerons plus en détail par la suite dans les épisodes suivants. Peut-être est-ce cette imperfection-là qui fait la beauté de la vie après tout. En acceptant le fait qu'il y ait éventuellement toujours des gagnants et des perdants à ce niveau-là, au niveau de la compétition sexuelle, des heureux et des malheureux. Mais voilà, tout ça relève de la philosophie et voilà, dans tous les cas, nous pouvons conclure sur le fait que ça n'empêche pas de vouloir co-créer un monde durable et prospère pour l'ensemble des êtres vivants, au niveau des ressources, au niveau également de l'épanouissement professionnel, et aussi au niveau du respect de chacun, et c'est même un devoir, c'est fondamental si nous voulons tout simplement perdurer, car notre survie est plus que jamais menacée, je le répète, de par la destruction de la biodiversité, et aussi le chaos environnant. Et si notre conscience morale et notre cœur, nous le dit, moi c'est mon cas, je ne souhaite plus alimenter ce système complètement destructeur, pervers, envers tout le vivant. Donc même si notre espèce pourrait perdurer, pensons également aux autres espèces. Et voilà, on ne peut pas continuer dans ce chemin-là, dans cette direction. Donc c'est très important de comprendre tout ça. Et voilà, donc c'est à nous tous de faire ce cheminement intérieur et d'aller vers ça tous ensemble. Avec également un système de gouvernance politique complètement différent aussi, si c'est ce que vous voulez.